Alors, chers amis, après la conférence avec la bibliothèque de Viroflay, Nathalie Couder m'a transmis des questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre, puisque nous avions un temps limité et que j'ai sans doute été un peu trop bavard. Alors, j'ai promis de répondre et je fais cette petite vidéo pour vous donner quelques réponses à ces questions. Je la remercie beaucoup de me les avoir transmises et j'en profite pour remercier aussi Hugues Simard de ses questions et la bibliothèque et la librairie associée de leur accueil. Alors, la première question demande comment un traducteur travaille-t-il avec un auteur qu'il doit traduire? Eh bien, ça m'est arrivé, il faut déjà que l'auteur soit vivant. Quand l'auteur est vivant, il y a sûrement une réponse pour chaque traducteur. Moi, j'ai eu le grand plaisir, aussi le grand honneur de traduire des auteurs qui ont accepté de répondre à mes questions. J'ai toujours fait une liste de questions, de difficultés que j'ai adressées à l'auteur, ou parfois je suis allé le voir, même pour en discuter. Et c'est toujours très intéressant. C'est plus intéressant dans le domaine de la poésie, où il y a de vraies difficultés, que dans le domaine du roman, où au fond, on arrive presque toujours à une solution, et on peut demander à l'auteur si cette solution lui convient. L'auteur, il y a deux sortes d'auteurs. Il y a ceux qui savent le français et ceux qui ne le savent pas. Dans les deux cas, en fait, il est très intéressant d'avoir la réponse de l'auteur, mais l'auteur ne vous dira jamais comment il faut le traduire. Et je dirais même qu'il vaut mieux, parce que un auteur qui croit savoir, il n'y a rien de pire qu'un auteur qui croit savoir le français et qui en fait ne le sait pas très bien. L'auteur ne donne jamais la solution, mais il vous dit ce qu'il a vu, ce qu'il faut comprendre. Et en particulier en poésie, j'ai toujours considéré, enfin j'ai toujours remarqué plutôt que les poètes vraiment intéressants savent exactement ce qu'ils avaient en tête quand ils ont écrit le vers ou la strophe ou le passage qui vous pose le plus de difficultés. C'est pas pour autant qu'ils vous donnent la solution, mais ils vous disent à quoi ils ont pensé. Après, c'est à vous de travailler pour savoir comment rendre cette difficulté. Je dirais même qu'il y a deux sortes d'auteurs. Il y a ceux qui vous répondent très précisément, même s'il s'agit d'un poème qu'ils ont écrit il y a 50 ans. Et puis il y a des auteurs qui, c'est plus inquiétant, qui savent ce qu'ils voulaient dire malgré tout, euh, mais qui vous disent bah, mettez autre chose si vous pensez que ça ne passe pas. Alors ça, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. L'auteur, le bon auteur, le grand poète, c'est toujours quelqu'un qui sait très précisément ce qu'il a dit. Voilà. Euh, une autre remarque que peut-être je peux faire, c'est que c'est la même chose au fond qu'on fait quand on a de grosses difficultés, que l'auteur n'est pas là, parce qu'il est mort il y a parfois plusieurs siècles, et on a recours non pas à l'auteur, mais parfois à un natif de la langue. Il est bon pour un traducteur d'avoir un réseau de conseillers, qui sont en général des traducteurs dans l'autre sens et à qui on rend le même service. Euh, avec évidemment la différence que si on interroge plusieurs personnes, ils ne vous feront pas toujours la même réponse, mais au moins quand vous avez buté sur une difficulté, par ce moyen-là, vous savez qu'il y a une vraie difficulté et que la réponse ne va pas de soi. Voilà. Et on rend les mêmes services à nos collègues étrangers qui sont en train de traduire un texte français dans une autre langue quand ils nous demandent ce que nous comprenons. Et on se rend compte parfois qu'il est
qu'il peut être difficile d'expliquer ce qu'on comprend exactement dans certains textes très difficiles, dans un vers de Mallarmé, par exemple. Voilà, donc l'auteur n'est au fond qu'un cas particulier de cet échange qui est souvent nécessaire pour la mise au point d'une traduction. La deuxième question évoque Nina Berberova, la grande romancière russe publiée chez Actes Sud. Nina Berberova voulait être traduite à partir du français, car pour elle, la langue russe était trop hystérique. Traduire un livre à partir d'une version déjà traduite est-il dangereux ? Alors, ma réponse est absolument sans hésiter, oui, on ne peut pas traduire une traduction. Il y a des auteurs qui ne l'ont pas toujours compris. Apparemment, c'était le cas de Nina Berberova. J'avoue que je n'ai jamais regardé si ces textes avaient été traduits du russe ou d'une autre langue. Mais je peux citer quelques exemples. Le grand romancier japonais Yukio Mishima a demandé par testament que ses livres soient traduits dans le monde entier, non pas à partir du japonais, mais à partir de l'anglais. Parce que, comme il savait bien l'anglais, il estimait avoir contrôlé la version anglaise et qu'il valait mieux se régler sur cette traduction contrôlée par l'auteur, une fois pour toutes. Et ben, ça prouve que Mishima n'avait pas tellement l'idée de ce qu'est une traduction, parce que toute traduction, même contrôlée par l'auteur, déforme. Elle déforme, elle infléchit, elle crée des distorsions. Et c'est tolérable, je dirais, au degré 1, mais pas au degré 2 ni au degré 3. Hors des traductions de traduction, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire, et en général, c'est une catastrophe. Le pire peut-être, c'est dans l'histoire de la traduction de la Bible, le fait que pendant longtemps, on ait traduit la Bible du latin. La traduction de Saint Jérôme était excellente. La traduction grecque faite par les Septante, qui fait autorité dans l'Église orthodoxe, est évidemment a une autorité très grande parce qu'elle est très ancienne. Mais on ne peut pas traduire une traduction. Si on traduit une traduction, la déformation, l'éloignement par rapport à l'original devient intolérable. Et aujourd'hui, quand on traduit la Bible, il faut évidemment la retraduire à partir du texte original. Alors, il est curieux que ça n'ait pas toujours été compris. Il est curieux parfois de voir des éditeurs, et même de bons éditeurs, accepter une traduction de traduction. Je me souviens d'une anthologie de la poésie, si je me souviens bien, israélienne, qui avait été publiée chez Gallimard et qui, au lieu d'être traduite de l'hébreu, était traduite de l'anglais. C'est une catastrophe. C'est évidemment une catastrophe. Je ne comprends même pas comment cette erreur a été possible. Il faut toujours partir de l'original. Et je crois qu'il n'y a aucune exception. Si Yukio Mishima a interrogé par son ou ses traducteurs vers l'anglais, je n'ai pas étudié la question, hein, a répondu à certaines de leurs questions en tranchant pour le sens de certaines phrases d'une manière ou d'une autre, eh bien, les traducteurs dans les autres langues peuvent aller regarder la traduction anglaise et quand ils ont une difficulté, voir comment Mishima a dit à ses traducteurs en anglais de le comprendre. Il n'empêche que, pour la même raison que je viens d'évoquer précédemment, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est comme une traduction qu'il aurait fait lui-même. Je ne pense pas que ses traducteurs lui ont posé des questions sur tout. Et surtout, ce qui est difficile à traduire en anglais à cause des tournures de l'anglais ne présentera pas forcément le même genre de difficulté à traduire dans une autre langue. À chaque fois, la traduction d'une langue dans une autre est spécifique. Et donc, je crois qu'il faut absolument se méfier des traductions de traduction. Voilà, que l'auteur soit d'accord ou pas. La troisième question, c'est vous est-il arrivé de refuser une traduction et si oui, pourquoi ?
Alors en fait, je me suis demandé ce que voulait dire cette question, parce que je peux l'entendre de deux manières. Est-ce qu'on me demande si j'ai refusé la traduction faite par quelqu'un dans le cadre de mes activités d'éditeur? C'est-à-dire, est-ce que j'ai eu à refuser des traductions qui avaient été faites et qui ne me satisfaisaient pas? Ou est-ce qu'on me demande si, en tant que traducteur, il m'est arrivé de refuser des propositions, c'est-à-dire de refuser de traduire quelque chose alors qu'on me le proposait? Donc, je vais répondre aux deux questions, ne sachant pas laquelle des deux est celle qui est déterminée qui est visée par la personne qui a posé cette question. La première est facile pour moi. Non, je n'ai jamais eu à refuser une traduction, pour la raison que je fais travailler des gens en qui j'ai confiance et qui, en général, ont fait leurs preuves. Euh, Par contre, ce que je fais, et ça c'est très important, c'est qu'en tant qu'éditeur, quand je reçois une traduction, je ne la publie pas telle qu'elle, sans l'avoir relue, et parfois sans avoir discuté avec le traducteur. Je vérifie les traductions que je reçois, je les relis, et le traducteur répond à mes questions, il regarde mes objections. Souvent, très souvent, nous discutons. Je peux lui donner raison. Parfois, il me donne raison. Et parfois, au fil de la discussion, entre la solution qu'il avait adoptée qui ne me satisfait pas et celle que j'ai proposée, celle au pluriel, hein, une solution jaillit dans la discussion à laquelle ni lui ou elle, ni moi n'avions pensé. Voilà. Donc, éditer des traductions, c'est un travail discret qu'on ne voit pas, mais derrière toute traduction que vous achetez chez un éditeur, il y a un éditeur qui a travaillé. Les éditeurs, au principe, s'ils font bien leur métier, assurent une sorte de suivi du travail du traducteur. Alors, ça peut prendre la forme de correcteurs, de relecteurs divers. Moi, je travaille pour une maison d'édition, Verdier, qui me fait confiance sur ce terrain-là depuis 30 ans. Donc, j'ai relu de près toutes les traductions que j'ai éditées. Est-ce que j'ai refusé des traductions qu'on me proposait? Eh bien, oui. Oui, c'est arrivé. Euh, pour des tas de raisons. La, la première, c'est qu'il peut m'arriver de ne pas avoir envie, vraiment pas envie, de traduire un texte d'un auteur que je n'aime pas ou avec lequel je ne me sens pas d'affinité. C'est pas la peine d'essayer de traduire quelque chose que l'on n'aime pas. Ça sera un cauchemar, ça sera une torture et probablement on ne le fera pas bien. Donc, il m'est arrivé de dire qu'un un texte ne me plaisait pas, tout simplement. Il m'est arrivé aussi de devoir refuser pour des raisons de temps, parce que par exemple, le délai qu'on me donnait pour rendre mon travail n'était pas suffisant, euh, ou c'est presque la même chose, mais je dirais par excès de travail. On est obligé de choisir. Dans une vie de traducteur, il y a des moments où on aimerait bien qu'on vous propose quelque chose et rien ne vient. Et puis, à d'autres moments, on vous propose trop de choses en même temps et on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai des regrets. J'ai des regrets de ne pas avoir traduit certaines choses, de n'avoir pas trouvé le temps de le faire, de n'avoir pas pu saisir certaines occasions. Voilà. Mais je pense que le plus important, c'est quand même de trouver de l'intérêt à ce qu'on traduit. Pas forcément de dire c'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille. Ça, on ne peut pas traduire uniquement ça, mais en tout cas de ne pas éprouver de répugnance ou de désaccord avec la vision du monde ou le style de l'auteur. Donc, on lit ce qu'on vous propose et puis eh bien, on accepte ou on refuse. Oui, en effet. La traduction, pardon, la traduction est-elle un document daté qui fait état d'une époque? Me demande encore un de mes auditeurs. Je pense qu'on peut la traiter comme un document. On peut trouver dans une traduction un témoignage de la sensibilité d'une époque, je l'ai dit.
Euh, la réduire à ça, ce serait dommage, je pense. Disons que, à mon avis, le fait qu'elle soit un document daté qui témoigne d'une époque ne suffit pas à lui conserver un intérêt. Il faut quand même qu'elle soit plus que ça pour qu'on la relise alors qu'elle est ancienne. Si on continue de la lire, c'est quand même qu'elle a réussi à atteindre quelque chose d'universel, quelque chose qui fait d'elle une œuvre. Les bonnes traductions survivent à leur époque, exactement comme les œuvres. Elles sont datées par le style, par l'état de la langue, mais exactement comme les textes eux-mêmes, les œuvres originales elles-mêmes le sont. Et c'est un petit peu la question que pose la littérature en général. Est-ce que nous lisons des livres du passé parce qu'ils sont des documents? Certains, oui, bien sûr, mais pas dans le domaine de la littérature. Un roman qui ne serait qu'un document d'époque, je crois que nous le laisserions tomber. Il ne passera pas à la postérité si son seul intérêt est d'avoir fourni une sorte de témoignage sur une période. Parce qu'il y aura toujours, je crois, un chef-d'œuvre qui lui aussi offrira un témoignage, mais qui aura une qualité littéraire supérieure. Donc, la fonction de la littérature n'est jamais d'être un pur document. Voilà. Mais c'est mon opinion, et bien entendu, ça dépend aussi de ce que cherche le lecteur. On peut être amené à lire des livres parce qu'on cherche des témoignages d'une époque. À ce moment-là, et Dieu sait que les érudits ont la spécialité de ça, on va exhumer dans le passé un livre que plus personne ne lit, mais qui est intéressant parce qu'il nous révèle quelque chose sur un événement historique, sur une période, sur une mentalité. Donc ça, c'est le travail, c'est beaucoup le travail des chercheurs en littérature, des universitaires. Mais la traduction, si elle n'est que cela, je pense que elle n'est pas vraiment passée du coup à la postérité. Voilà. Enfin, on me dit ceci, vous avez évoqué l'appropriation du texte par le traducteur avec une certaine légèreté. Pouvez-vous expliciter l'appropriation d'un texte et cette légèreté? Alors, je crois que je pense que la personne qui me pose cette question fait allusion à ce que j'ai dit de ma toute première traduction dont je peux reparler, que Huximar a montré, c'était le cahier gothique de Mario Luzzi. C'est un ensemble de poèmes que j'ai traduit sans aucune idée de publier ma traduction. C'est parce que je trouvais ces poèmes tellement beaux que j'ai éprouvé le désir de les traduire. Et je crois que j'ai dit que je voulais me les approprier. C'est vrai, je voulais les faire miens. Et vous savez, il y a bien des manières de s'approprier un texte. Enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais enfin, j'en connais au moins deux. Un texte qu'on aime. Le premier, c'est de l'apprendre par cœur. C'est une chose qu'on fait probablement plus beaucoup, mais que j'ai faite et j'espère que ça se fait encore. Ça n'a rien à voir avec la récitation d'école, hein. C'est qu'un poème qu'on aime vraiment, on a envie de le savoir par cœur. Et le mot par cœur indique, je crois, la dimension d'affectivité que ça peut avoir. Voilà, il y a des poèmes que je sais par cœur, parce que je les aime profondément. Une autre démarche, ça peut être de recopier. Moi, j'ai des petits carnets en tant qu'écrivain où je note mes idées qui me servent de brouillon, mais dans ces carnets, je recopie aussi très souvent une page qui m'a frappé. Ça peut aller de la simple formule, une phrase, à un paragraphe entier. Ça peut être recopier un poème. Parfois même, il m'est arrivé de recopier un texte pour le donner à quelqu'un, comme une sorte de cadeau. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Et puis, quand j'étais étudiant, je ne l'ai pas refait dans mon appartement actuel, mais après tout, j'avais à côté de mon lit un mur aux citations. Et quand je trouvais une phrase particulièrement saisissante,
en général, avant de l'apprendre par cœur, je la recopiais et je la scotchais sur le mur à gauche de mon lit pour la relire de temps en temps, pour qu'elle soit là, comme une sorte de talisman qui veillait sur moi. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des manières de s'approprier un texte. Et je crois qu'il y a une sorte de gradation. Hein. Recopier, c'est très important. Pendant très longtemps, d'ailleurs, copier a été un métier, puisqu'avant l'invention de l'imprimerie, le seul moyen de diffuser les textes, c'était de les copier. Donc il y avait des copistes qui répandaient les œuvres dans toute l'Europe. C'était dans les abbayes et les copistes, évidemment, c'était un métier. Parfois, ils avaient des distractions, ils faisaient des erreurs de copie. Et enfin, c'est grâce à eux que les textes, un certain nombre de textes ont survécu et nous sont venus de l'Antiquité. Alors là, c'était bien sûr un signe d'admiration, mais c'était aussi un métier. Les manuscrits coûtaient très, très cher. Donc, la copie est un mode de diffusion d'un texte. La traduction par rapport à la copie, c'est au fond un acte qui n'est pas si éloigné de la copie. Dans la copie, vous recopiez le texte que vous avez sous les yeux. Dans la traduction, vous réécrivez le texte que vous avez sous les yeux dans une autre langue. Mais c'est bien un acte de lecture et d'écriture en même temps. Donc, c'est forcément un acte d'appropriation, puisque les mots de l'auteur disparaissent et vous les remplacez par vos propres mots. Alors, des mots qui sont choisis sous la dictée, en quelque sorte, du texte original, mais nous savons bien que plus il y aura de traducteurs d'un texte, plus les versions seront différentes. Deux personnes qui traduisent un même texte n'arriveront pas au même résultat. Donc, dans le résultat, dans la traduction faite, il y aura à la fois ce qui est de l'auteur et ce qui est d'elle, du traducteur ou de la traductrice, ce qui est de ces personnes qui ont traduit. Et quand vous lisez une traduction, vous lisez un composé qui est fait, si j'ose dire, si c'était un corps chimique, ce serait fait d'un mélange d'atomes du texte original et d'atomes du traducteur. Sauf que, comme je le dis parfois à mes élèves, ce qui est un peu troublant, c'est que malheureusement, ce n'est pas comme avec l'eau. Il n'y a pas d'électrolyse où vous pourriez séparer les deux atomes d'hydrogène dus à l'auteur de l'atome d'oxygène dû au traducteur. C'est plus mélangé que ça. On peut pas séparer, on ne peut pas faire la décantation. Il n'y a pas d'électrolyse, si vous voulez. On ne peut pas décomposer la molécule du texte traduit. Donc, quelle est la part qui est de l'auteur et quelle est la part qui est du traducteur? On peut supposer que la part de l'auteur est évidemment plus importante d'une certaine manière puisque son texte est premier. S'il n'avait pas écrit quelque chose, par définition, on ne pourrait pas le traduire. Mais du point de vue quantitatif, je dirais qu'en tout point de la traduction, du premier au dernier mot, de la première ligne à la dernière ligne, tout est de l'auteur et tout est du traducteur. Et leurs deux personnalités sont mêlées dans la traduction d'une manière qui est très mystérieuse, mais qui fait que le traducteur signe sa traduction. Elle est bien de lui. Il en est l'auteur de sa traduction. Il n'est pas l'auteur de l'œuvre, mais il est l'auteur de la traduction de l'œuvre. En tant qu'auteur, ce n'est pas un écrivain, mais comme le dit mon ami Jean-René L'Admiral, c'est un réécrivain. J'aime beaucoup ce néologisme. Alors, son besoin, je crois, son désir de traduire peut être assez égoïstement de mettre ses pas dans les pas de celui qui a écrit, de s'approprier la traduction, de s'approprier le texte pour le faire sien, pour le posséder d'une certaine manière, pour l'avoir approché du plus près qu'il soit possible. Parce qu'aucun lecteur n'aura accordé au texte autant d'attention qu'un traducteur. Peut-être même pas celui qui a appris le texte par cœur ou celui qui l'a recopié. Parce qu'on peut recopier en étant distrait sur certains mots, on peut
apprendre par cœur en se laissant fasciner par la beauté des mots et en ne se demandant pas comment ça fonctionne, enfin ce qu'il y a dans le texte, ce que ça veut dire. Alors que le traducteur, il est obligé de se poser ces questions-là pour savoir comment il va reformuler le texte dans une autre langue. Et je dirais que c'est, à mon avis, le mystère par excellence de la traduction. Alors, je crois que c'est ça qui m'a poussé à faire ma première traduction, c'est que je voulais percer le mystère de la beauté énigmatique de ces poèmes de Mario Luzzi, du Cahier gothique, que j'ai traduit dans une période de ma vie où j'allais très mal. J'étais vraiment au fond du gouffre, où je ne pouvais absolument rien écrire, et où, faute de pouvoir écrire quoi que ce soit, j'étais comme aphasique, frappé de mutisme. J'ai réappris à écrire en mettant mes mots dans les mots de cet auteur que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré, dont j'avais seulement trouvé ses textes, que j'ai profondément admiré. Il y a 14 poèmes dans le Cahier gothique, plus un appendice. J'ai traduit ces 14 poèmes en 14 jours. Je ne vais pas dire qu'à la fin des 14 jours, j'étais guéri de ma dépression, mais ça allait vraiment beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux et j'ai pu me remettre à écrire. Parce que j'avais réappris à parler, en quelque sorte, grâce à lui, en répétant ces mots, vous voyez. Alors, publier, ce n'était pas du tout mon ambition, mais à l'époque, j'éditais avec des amis, j'étais au comité de rédaction d'une revue de poésie. Et je me suis dit que peut-être, avec le consentement de l'auteur, avec sa permission, je pouvais peut-être prendre 2 ou 3 poèmes et les publier dans la revue. C'est une revue qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelait Polyphonie, qui a eu jusqu'à un nombre assez important d'abonnés et qui a disparu au début des années 90. Mais elle a beaucoup représenté pour moi. J'ai donc écrit à l'auteur. Je n'avais pas son adresse, je lui ai écrit chez son éditeur qui a transmis mon courrier. Et j'ai eu la grande joie de recevoir une réponse extrêmement gentille. Mario Luzzi, ça je le savais parce que j'avais lu un petit peu sa biographie dans une encyclopédie ou un dictionnaire de littérature. Je savais qu'il avait une bonne connaissance du français. Et donc dans ma lettre, je lui avais dit, voilà, j'ai fait cette traduction, je trouve ces poèmes admirables. Est-ce que vous pouvez me faire l'honneur de regarder si vous la trouvez bonne ou mauvaise? Ne craignez pas de me dire la vérité et de me dire aussi si vous pensez que 2 ou 3 de ces poèmes sont mieux traduits que les autres et pourraient prendre place dans cette revue de poésie. Et je lui en ai joint un numéro. Et il m'a répondu de façon très, très gentille, très élogieuse, en me disant qu'il était très heureux de cette traduction, que je pouvais prendre les poèmes que je voulais, et qu'il m'en donnait la permission, et que même il n'y aurait rien à payer auprès de l'éditeur du texte original italien, puisque c'était une revue de poésie sans ambition commerciale. Et voilà comment j'ai commencé à publier les premiers extraits de ce cahier gothique traduit par moi. Et après, c'est une histoire qui est presque un conte de fées, parce que c'est Mario Luzzi lui-même qui avait gardé le manuscrit que je lui avais envoyé et qui l'a donné à ses traducteurs français. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Bernard Siméone, qui dirigeait la collection italienne des éditions Verdier avec Philippe Renard, et qui me dit au téléphone, bonjour, voilà, je suis éditeur aux éditions Verdier, et Mario Luzzi nous a donné votre traduction. C'est un texte que nous n'avons pas traduit, et eh bien, si vous voulez, nous allons l'éditer. Voilà. Alors, pourquoi vous voyez, c'était ma toute première traduction. Donc, ça ne répondait pas du tout à un projet professionnel, ni même à une autre ambition que celle de simplement, peut-être à la limite, dire à l'auteur à quel point sa poésie me touchait
Et après, plus tard, Mario Luzzi est devenu un ami. Et j'ai appris que lui-même avait écrit ses poèmes dans une période de très forte dépression liée à la guerre, à Florence bombardée, au fait d'avoir dû fuir sa ville pour se cacher dans les collines de Toscane et de voir le monde s'écrouler, puisqu'après la chute du régime fasciste en Italie, l'Italie a été plongée dans un chaos difficilement imaginable. Et il y a eu beaucoup enfin comme beaucoup d'autres pays d'Europe, beaucoup de bombardements, et c'était une période très, très difficile pour lui, pour des raisons liées à cette situation chaotique, mais aussi à sa vie personnelle. Voilà. Et finalement, le fait que j'ai senti dans ses poèmes un effort pour se sortir du bourbier n'était pas, enfin, était fondé, était justifié. Voilà. Moi, ils m'ont aidé aussi. Voilà, c'est un peu ça, peut-être le mystère de la poésie. Alors, vous me pardonnerez de vous avoir raconté ça. Je ne veux pas raconter ma vie, mais c'est pour expliquer le mot légèreté. Pourquoi j'ai dit que je l'avais fait avec une certaine légèreté? Eh bien, tout simplement parce que je n'avais jamais fait d'italien. Alors ça paraît incroyable, je sais bien. J'en avais fait un peu quand même. Mais en fait, j'en avais une connaissance purement écrite. Je devais ma connaissance des sonorités de l'italien à la passion de l'opéra. Et Dieu sait que la langue qu'on chante à l'opéra est vraiment très différente de celle qu'on parle dans la rue. Seulement, j'ai eu une chance en lisant Mario Luzzi, c'est que c'est un Italien qui est certes parfaitement lisible par tout le monde, mais qui est complètement nourri de latin. Or, j'espère que ce ne sera pas orgueilleux de le dire, j'étais assez bon en latin. J'ai toujours beaucoup aimé le latin. Et moi, je voyais bien dans cette poésie, parce que je connais bien la poésie latine, j'en étais même encore bien plus féru à l'époque qu'aujourd'hui, parce que mes études étaient plus récentes et je ne fais plus de latin tous les jours comme j'en faisais à l'époque. Je voyais bien à quels endroits certains mots italiens étaient choisis parce qu'ils étaient l'héritage direct de certains grands poètes latins, et en particulier dans ce recueil, il y a beaucoup de Virgile, voilà, et un petit peu de Lucrèce. Non, même un peu plus qu'un petit peu. Mais enfin bon, Virgile et Lucrèce, voilà. C'est ce dont Mario Luzzi s'est surtout souvenu dans ses poèmes. Et c'est pas du tout une pose érudite, c'est que Mario Luzzi, qui vient d'un milieu très modeste, hein, son père était ouvrier des chemins de fer, mais il avait fait des études ce qui est encore plus nécessaire, je dirais, quand on parle l'italien et qu'on veut faire des études de lettres, l'italien est quand même de toutes les langues européennes la plus proche héritière du latin. Et donc, c'est une époque où certains mots réactivés en italien à partir de leur origine latine formaient le tissu du langage poétique. Et donc, je ne dirais pas que j'ai traduit Mario Luzzi du latin, quand même pas. Hein. J'avais un dictionnaire d'italien, j'ai bien regardé chaque mot dans le dictionnaire, etc. Mais je crois que si j'ai pu traduire, alors que j'avais pas une très bonne connaissance de l'italien courant, elle est venue beaucoup plus tard, quand je suis allé vivre en Italie et parler tous les jours l'italien. Je crois que je peux dire que maintenant je le parle à peu près couramment, avec un accent français, mais bon, je m'exprime et je l'écris sans peine en italien. Je le parle moins bien que l'allemand, mais quand même. Euh, je dirais que si j'ai pu le faire, c'est parce que j'ai fait confiance à mon désir de traduire et à ce que je comprenais de ces textes à travers une formation qui était certainement insuffisante. Je n'avais pas fait une licence d'italien. Euh, et, et légèreté aussi. Vous voyez, ce mot est l'occasion pour moi d'une réponse assez détaillée. Pourquoi légèreté? Mais parce que si j'avais su que les poèmes que j'étais en train de traduire étaient célébrissimes en Italie, que des italianistes en France extrêmement chevronnés
avait estimé trop difficile cette traduction pour pouvoir s'y risquer, je n'aurais évidemment rien fait. J'ai avancé pendant ces 14 jours comme un somnambule qui marcherait sur un fil, disons comme un équilibriste qui ne se rendrait même pas compte qu'il y a le vide en dessous de lui. C'est pour ça que j'ai marché sur le fil sans même voir dans quel abîme je risquais de tomber à chaque pas. J'étais complètement inconscient des difficultés, inconscient que des italianistes qui connaissaient la quantité d'études savantes, de commentaires, de débats qu'avaient suscité ces poèmes, considéraient que c'était une traduction extrêmement difficile. Moi, je trouvais ces poèmes sublimes, mais je n'avais aucune idée du fait qu'en Italie, ils étaient extrêmement connus, au moins des gens qui aiment la poésie, que l'auteur était publié en poche. Bon, ça, si, je le voyais bien, puisque j'avais l'édition de poche. Mais je ne pensais pas que Mario Luzzi était à ce point une célébrité en Italie, et dans les années qui ont suivi, il est devenu plus encore, puisque à sa mort, il y a quelques années, il a carrément eu des obsèques nationales, et c'est vraiment une figure centrale de la littérature italienne du XXe siècle. C'était voilà, quelque chose, une sorte de consécration qu'ont très rarement les poètes, quel que soit le pays. Tout ça, je ne le savais pas. Et donc, je dis légèreté au sens d'innocence, d'inconscience. Alors évidemment, ça n'est plus jamais arrivé. Je ne peux plus, je n'ai plus jamais retrouvé cette espèce d'audace qui fait que j'ai tranché sans doute en traduisant, en écoutant ma musique intérieure, en essayant d'accorder ma voix à la voix du poète. J'ai sans doute trouvé des solutions que je n'aurais certainement pas trouvées si je m'étais creusé la tête pendant des jours et des jours. Si j'avais pris conscience de l'abîme des difficultés, je n'aurais pas osé m'aventurer dans cette traduction. Alors voilà, ça n'arrive qu'une fois. Une de mes grandes amies, aujourd'hui disparue, Anne Wade Minkowski, qui avait appris l'arabe. Elle était américaine de naissance, mais elle était francophone de langue principale, enfin bilingue français-anglais, mais elle avait aussi appris l'arabe. Et elle a traduit, sa première traduction, c'était un livre aujourd'hui tout à fait classique du grand poète arabe Adonis, dont elle a traduit pratiquement seule au début un admirable livre de poèmes qui s'appelle Les Chants de Millard de Damascène. Je vous le conseille. Anne disait à peu près la même chose. Elle était plus âgée que moi, parce qu'elle s'est mise à l'arabe un peu tard dans sa vie, mais elle est devenue une grande traductrice d'arabe. Et elle m'a dit, si j'avais su que des spécialistes de littérature arabe et même un professeur au Collège de France avaient reculé devant la difficulté de la tâche et n'avaient pas osé traduire ces poèmes qui sont célébrissimes dans tout le monde arabe, parce qu'Adonis est vraiment un des plus grands poètes arabes vivants, eh bien, je n'aurais jamais osé, bien sûr, traduire. Et je l'ai fait parce que je trouvais ça magnifique et que j'ai essayé de redire en français ce que je percevais de la beauté de cette poésie. Et c'est une traduction extraordinaire, vraiment une traduction magnifique. Bon, je ne sais pas si on peut dire, on peut dire autant de la mienne, mais en tout cas, elle et moi, nous avions chacun dans son genre, osé le défi de la traduction, osé relever le défi de la traduction, ne se rendant pas compte de la force de l'adversaire, je dirais, ou du danger que nous courions. Voilà pourquoi je parle de légèreté, parce que c'est bien présomptueux parfois d'oser traduire certaines choses. Il faut un petit peu d'inconscience. Il ne faut pas avoir trop conscience de la difficulté. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain degré de célébrité du texte, et puis plus on vieillit, mieux on connaît la littérature à laquelle on se mesure, et plus on est conscient de la difficulté. Et je ne vais pas dire qu'il est mauvais d'être conscient de la difficulté, mais la caractéristique de la traduction, c'est qu'une fois que vous avez envisagé toutes les possibilités, tout ce que vous pourriez faire, eh ben, il faut trancher. Il faut trancher. Il faut décider. Il faut adopter une proposition
en se disant qu'il y aura sans doute d'autres traducteurs, que d'autres traduiront autrement, qu'on ne peut pas tout garder. Il faut savoir ce que j'accepte de perdre dans la traduction, il faut savoir ce à quoi je renonce, afin de garder et parfois même de souligner ou de mieux faire comprendre certaines autres choses. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai parlé d'appropriation et voilà pourquoi j'ai parlé de légèreté, voilà, de façon trop rapide certainement. Donc j'espère que cette petite confidence vous aura intéressé. Et puis comme ça prolongera le fait que Ximar me fait l'amitié de montrer cette traduction qui a une très grande importance dans ma vie, puisque si elle n'avait pas paru chez Verdier, je n'aurais pas, quelques années plus tard, peu de temps après en tout cas, commencé à travailler pour cette maison avec laquelle je travaille toujours. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous m'avez prêtée. J'ai été très heureux de venir vous voir, enfin virtuellement, et puis peut-être que, comme je suis déjà venu à Viroflay et qu'on dit jamais 203, alors peut-être qu'il y aura, je l'espère, une autre rencontre sur un autre sujet, dans cet endroit que j'aime beaucoup, dans votre ville qui est très agréable et où j'ai des amis d'ailleurs. Et donc, ben, peut-être que je souhaite que, en tout cas, ces belles rencontres puissent se poursuivre, non plus par l'intermédiaire de la vidéo, mais bien en présence. Merci encore et donc à bientôt et beaucoup de bonheur de lecture dans les bibliothèques, dans les librairies qui sont tellement précieuses pour nous dans une période comme celle-ci. À bientôt et au revoir.